Tu vois, aujourd'hui, je fais du ciné, mais je viens pas du cinéma. C'est un secours de circonstances. J'ai fait de la scène et j'en fais encore, mais je viens pas de la scène non plus. J'ai jamais fait de cours de théâtre, de trucs, d'école. On sait pas où la vie nous mène. Faut accepter. Et même quand je bossais avec les jeunes, quand j'étais éducateur, je leur disais, quand quelqu'un leur disait, tu veux faire quoi plus tard comme métier? Je dis, mais arrêtez avec cette question de merde. Arrêtez, tu veux faire quoi comme métier? C'est fini l'époque où je vais être soudeur. Et je vais être soudeur à 60 ans et je vais à la retraite. Ça n'existe plus. Les enfants, vous allez faire 10 métiers. Qu'est-ce que vous aimez faire? Commencez par là. Et ce que vous aimez faire, ça vous emmènera vers autre chose que vous aimez faire, vers autre chose que vous aimez faire. Faut accepter que on est constamment en mouvement. Ça, c'est comme dans les arts martiaux. Quand tu prends un coup et que tu le contres, bah, tu te fais mal. Quand tu accompagnes le coup, tu l'enrobes, tu l'englobes, bah, t'as moins mal, en fait. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. Ce micro est à toi. Oh, on reprend à partir d'où alors? Ça enregistre, ça y est? Je vais être en mode lisse. J'ai pu dire du tout les mêmes trucs. Bon, Kairon, merci. C'est un plaisir de se retrouver. Oh là là, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et Navo m'a envoyé un message pour me dire, au fait, si tu veux avoir Kairon dans tes podcasts, parce que je sais pas trop comment vous êtes rattrapés, mais c'est vrai que on s'était pas mal parlé à l'époque où j'étais chez Mademoiselle. Ouais. Depuis, je sais pas moi, depuis l'époque, la première. Tu sais que officiellement, c'est la première fois qu'on m'a comparé à Voldemort. C'était toi? C'est moi, c'est ma vanne. C'est ta vanne. Merci de le dire. Au bout d'une seconde, qu'on se connaissait. T'avais pas la barbe et tout encore. Non. Là, t'as laissé poser pour t'éloigner de Tom Reddick. C'est Tom Reddick qui s'appelle. Hein. Je vais me prendre des fans. Ça. C'est bon, j'ai peur. Ils sont hardcore les fans d'Harry Potter sur les réseaux. C'est pas. En même temps, je te dis ça, je suis même pas sûr. Donc peut-être que c'est pas ça. Je crois que c'est Tom Reddick. Attends, je vais vérifier. C'est Louis Jedusor, non, c'est pas ça. En français, c'est Tom Jedusor. Tom Jedusor. Mais du coup, je l'ai mis en. Bon, si c'est pas lui, pardon, je suis désolé. En tout cas, j'aime bien ce mec. Donc ouais, on s'était rencontrés à l'époque, avant toute l'aventure de Bref et tout. Et on s'est suivis petit à petit pendant toute l'histoire. Je me souviens quand j'étais allé te filmer au théâtre de 10h à l'époque, où tu faisais des impros. Bref, on avait fait plein de trucs. C'est vrai que ma première vidéo d'impro, c'est toi qui l'as filmée. C'était pour Mademoiselle. C'est très possible. Ouais. C'est vrai, je te le dis, c'est la première fois. Parce que à l'époque, je filmais pas mes impros, je voulais pas partager. Pourquoi? Parce que je me disais, vas-y, les gens ils vont plus venir s'ils voient ce qui se passe. Et puis je croyais pas en YouTube. Je dois être le seul débile sur cette planète qui a dit YouTube. Non, j'y crois pas. Ça marchera jamais. Ça marchera pas. Et du coup, je voulais pas. Alors que Dailymotion, ça marchera. J'ai créé Dailymotion. non, j'ai créé aucun des deux. Moi, j'ai vu arriver Internet et au début, tous les humoristes, on était sceptiques. On était là, pourquoi donner du contenu toutes les semaines, des trucs et tout. Je voulais pas. Pendant des années, je voulais pas. Et quand je racontais mes histoires, on me disait, mais vas-y, t'es un mytho, ça a jamais existé, c'est pas possible. Et on a commencé à mettre des vidéos, mais 7-8 ans après, tu vois. Et toi, quand t'étais venu pour Mademoiselle, t'avais filmé. C'est la première vidéo d'impro qu'on a mise. Je me rappelle. Moi, Internet, j'y ai cru depuis. Toi, t'as été flair, toi. J'y ai cru il y a très longtemps. Mais ouais, c'est marrant parce que il y avait un peu, mais c'est normal en fait parce que je crois que pour toi et pour tous tes potes, tu vois, il y avait un peu, c'est le spectacle vivant en fait. Donc, complètement. Et tu me disais ça d'ailleurs, tu me disais mais en fait moi j'ai besoin que les gens soient dans la salle pour qu'ils puissent rigoler. Ouais. Et c'est vrai que parfois ça m'arrive de regarder des specials sur Netflix et si t'es pas bien, enfin tu vois, t'as ton téléphone qui sonne, t'as ton machin, bah t'es pas forcément dans l'ambiance quoi, tu vois, c'est pas le même. T'as tout dit, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de sources de distraction et puis comme t'es pas avec eux, t'es pas isolé du monde pendant un laps de temps, tu vis pas les choses de la même manière. Mais je pensais pas que ça pouvait donner envie aux gens de venir. Parce que moi, dans ma tête, quand tu connais une blague, tu la connais. Mais en fait, dans la tête de plein de gens, c'est comme une musique, c'est comme une chanson. Ouais. Et ils la voient sur Internet et ils kiffent. Et ensuite, ils veulent la voir en vrai. Et ils sont déçus que tu la fasses pas. Et j'avais pas cette perception-là. Surtout qu'en plus,
enfin là aujourd'hui tu mets des vidéos toutes les semaines, c'est ça, sur ta Ouais, sur ta toutes chaîne. les semaines, ouais. Je mets 15 minutes au moins par semaine. Tu mets que des impros. Que des impros, ouais. Donc pour le coup, c'est vraiment du contenu Inédit. exclusif. Exclusif. Et les gens, c'est marrant parce que il y a une vague maintenant de gens qui disent ouais, vas-y, toujours la même chose. Et je leur dis mais comment tu veux dire c'est la même chose, c'est pas les mêmes gens, c'est pas la même réponse. Ouais, mais c'est les mêmes questions. Je dis ouais, mais là c'est l'équivalent de attends, je te trouve une belle image. C'est l'équivalent, tu connais ces petites pizzerias qui te donnent des échantillons gratuits dans la rue? Tu connais ça ou pas? En général, c'est une margarita. Ouais. C'est la base, tomate truc, comme ça tu goûtes et si t'aimes bien, tu rentres. Lui, il voudrait venir gratuitement tous les jours et avoir un goût différent. Tu sais, il voudrait une fois truffe, une fois viande hachée, une fois Regina. Mais ça peut pas être comme ça. Et même les gens, je pense qu'il faut les éduquer à ce niveau-là. Tu vois, il faut aussi leur dire ceux qui consomment. Il y en a plein qui consomment comme ça, mais il y en a certains encore qui n'ont pas compris que le but c'est d'attirer dans la salle. C'est pas une fin en soi, Internet. De poser des vidéos sur Internet, sinon je mettrais l'heure entière. Bien sûr. Tu l'as jamais fait d'ailleurs? T'as jamais? Non, j'ai eu des propos vraiment tout le monde m'a proposé. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours réussi à m'en sortir financièrement, donc à refuser de le faire parce que si je le fais, bah j'arrête de jouer mon spectacle et j'aime trop jouer mon spectacle. Ce que je veux dire, c'est que tu vois, il y a des mecs qui ils font une capta, tu vois, et Oui, puis c'est après ça. ils font autre chose. C'est ça. Mais en fait, moi j'ai mon socle. Tu sais qu'aujourd'hui, quand t'es venu voir la première fois, j'avais une heure de blague. Ouais. Et ensuite, bah, c'est devenu 2 heures, 3 heures, 4 heures, etc. Et si tu viens voir le spectacle, bah, tu vas venir cet été, tu m'as Ouais. dit, si tu viens cet été, tu vas voir que, à l'Européen, petite promo. En passant. Tu verras que. En juillet-août, n'est-ce En pas? juillet-août, n'est-ce pas? Tu verras qu'il y a plein de choses que tu connais pas, mais aussi des choses que tu connais. Et ce que je vais donner à la captation, si j'accepte d'en faire une, ce sont des choses que je ne pourrai plus réutiliser. Et j'ai pas envie de me limiter, de me dire, ah, ça je l'ai fait, c'est mort, ah, ça je peux pas. Tu vois, donc je préfère être vierge et me dire, je peux dire tout ce qui me passe par la tête. Ok, c'est intéressant. Ouais, donc de ce fait-là, tu fais pas ce truc parce que tu sais, Kian par exemple, lui, il a filmé Pulsion Ouais. complètement, et je crois que ça l'a surtout beaucoup aidé à ce que les gens viennent le voir dans son spectacle d'après. Exactement, je sais. Mais je me dis, vu tout ce que je donne en cadeau, Oui. parce que Kian, au pire, il donne un sketch ou deux, Ouais, puis c'est le sûr. spectacle entier. J'ai donné plus de 50 heures gratuites. Si tu veux voir ce que je fais, il n'y a pas besoin d'avoir un spectacle entier. Hein. Donc sur ta chaîne YouTube, alors c'est quoi? Tu poses des questions aux gens sur leur religion, c'est ça? Alors tu vois, ça, c'est marrant, c'est que comme c'est le truc un peu qu'on a mis au début, Ouais. je le mets encore, mais je grille pas les autres questions. Donc les gens disent, oh, ça va être que ça, 1 heure de religion. Pas du tout. Ah oui. Ce passage-là, il fait, en fonction des soirs, il fait entre 1 minute et 5 minutes. Mais il y a plein d'autres trucs que je mets pas sur Internet volontairement pour que les gens qui viennent se disent pas, ah bah en fait j'avais tout vu sur YouTube. Bah oui, c'est sûr. C'est le but aussi de donner un peu aux deux. Tu veux aussi que les gens... Attends, il y a aussi un truc avec tes affiches, c'est ça, où tu veux que les gens... En fait, regarde, j'avais fait ça à l'époque, j'avais commencé, mais dès mon premier spectacle, c'était avant de te connaître, c'était au Montmartre-Galabru. Ok. Petite salle de 80 places. Et j'avais commencé là-bas déjà. À l'époque, tous les humoristes donnaient des flyers à la fin de leur spectacle. Il y avait des flyers disponibles si tu voulais leur faire de la pub. Et moi, je me suis dit, à l'époque, non, mais un flyer, c'est tout petit, ça se perd, tu t'en fais quoi du flyer? Reste dans le sac, tu vois, tu t'en fous. Alors qu'une affiche, c'est grand et ça fait un souvenir. Donc, je dépensais des fortunes pour offrir au public des affiches, ceux qu'ils voulaient. Et du coup, j'ai commencé à me retrouver. Quand t'as été voir dans le spectacle d'un humoriste et que t'as son affiche et que tu la mets sur ton lieu de travail chez toi, tous ceux qui te demandent ce que c'est, t'as déjà une connexion avec cette personne-là. Et donc, tu fais une pub en plus. Et donc, voilà, c'est un truc que j'avais fait à cette époque-là. Et puis, quand j'ai commencé à changer de spectacle, j'ai changé d'affiche, etc. Et aujourd'hui encore, à Paris ou plein d'endroits, t'as des affiches de moi qui datent, mais chez des particuliers, dans des restos, dans des pharmacies, etc. Ah, yes. Et l'affiche que j'offre maintenant, c'est une affiche collector que j'ai faite précisément avec j'ai fait C'est toutes tes affiches, c'est ça? non, c'est une série de fausses affiches en fait. Ah, ok. Faudrait que je te montre, mais en gros, c'est tous les trucs ringards du one man show. T'as des jeux de mots. Oui. Passer 60 minutes avec clairon et je tiens un clairon dans la main avec une tête un peu truc. Je sais pas en tête, mais il y en a une qui s'appelle Libre où je fais un saut de l'ange, tu sais, un truc un peu télérama, etc. Il y a tous les styles de spectacle qui existent. J'ai fait une affiche collector de chacune et j'en ai fait une seule affiche et les gens jouent le jeu, donc c'est trop cool. Donc les gens viennent récupérer des affiches, tu leur demandes, c'est ça, dans le spectacle? Ouais, ce qu'ils vont faire, parce qu'il faut la mériter aussi l'affiche, tu vois. Et si tu la mets chez toi, ça m'intéresse pas. Et puis on se retrouve plein de soirs avec des trucs fous. Il y en a un qui me dit, moi je la mets à l'ambassade de tel endroit, entre la photo d'un tel et d'un tel. Bon, après ils envoient rarement les photos, les gens. C'est ça qui est compliqué. Je me fais souvent carotte. Je suis un peu bête quand même, je suis un peu naïf. T'es pas naïf. YouTube était un début quand même. J'aurais dû me dire à l'époque de YouTube que si j'ai pas vu YouTube venir, non, je suis pas un gars qui a du flair. Franchement,
J'arrive en retard, je te jure, sur tous les trucs, j'arrive en retard. C'est quoi le truc, selon toi, qui marchera pas, sur lequel il faut que donc le reste Sur du monde mobile. aille? Ce qui marchera pas, putain. Bah, tu vois, j'ai eu du flair, j'ai pas trop cru aux NFT. J'ai eu du flair, je pense. Parce que c'est en train de s'écrouler d'après ce qu'on m'a dit. Oui, enfin, ça va et ça vient, quoi, tu vois, c'est... En fait, j'ai appris un truc, c'est que, tu sais, au bout d'un moment, t'es toujours sollicité. Mm. Quand, vu tout ce qui arrive, et dès que t'es un peu connu, il y a plein de gens qui viennent te voir, investi dans ça, investi dans tel truc Ouais. et tout. Et j'ai compris un truc, c'est qu'en fait, il faut investir dans ce que tu sais faire. Quitte à passer à côté de plein d'opportunités, mais il faut investir dans ce que tu sais faire. Mais je parle même pour les gens, hein. Investissez, comme s'ils m'écoutaient là. Investissez. Oui. T'as combien d'auditeurs, toi? Il t'écoute, hein? Au pluriel? Ouais, bien sûr. Non, il n'y a pas que ma mère et mon père, à chaque fois. Ça fait 2 déjà. C'est énorme. Non, mais en gros, investissez sur ce que vous savez faire. C'est la meilleure façon de. Si vous voterez, au moins vous aurez kiffé le chemin, vous avez parcouru. Et si vous réussissez, c'est encore plus beau. Mais faire un truc que t'aimes pas pour te voter à la fin, c'est dur pour le moral, je trouve. Mais ça, c'est évident. Mais tu dis ça, mais moi je connais plein de gens, ils investissent dans plein de trucs différents en espérant que quelque chose marche. Ah oui, donc c'est plutôt du placement enfin, c'est comme si C'est c'était pas forcément- un placement Un placement, exactement. financier, j'allais dire. Mais ils mettent de l'énergie là-dedans, beaucoup d'énergie. Ils apprennent le domaine, ils se lancent, ils tentent, et très souvent ça marche pas. Quand ça marche, c'est incroyable, mais très souvent ça marche pas. Et à mon niveau, vu que je suis très limité intellectuellement, j'essaie de faire diversion et que ça se voit pas trop, mais vraiment je suis très limité. Non, je te jure vraiment, tu sais que j'ai de la place pour 10 trucs dans ma tête. 10 trucs. Si tu me donnes une nouvelle info, il faut que je vire une ancienne info. C'est pas beaucoup, 10. C'est très très peu. Mais en même temps, c'est faux parce que t'as ton spectre. Enfin, Non, c'est quoi tes 10 trucs du moment alors? Écoute, c'est très Vas-y. simple. À l'époque de Game of Thrones, j'ai sacrifié la table de 8. Faut me rappeler de Game of Thrones. 8 x 7, aucune idée. Par contre, Valhar Morghulis, Valhar de Iris, ça je sais. Non mais je te jure, c'est un massacre dans ma tête. Je me rappelle de rien, c'est fou, j'ai pas de mémoire. Je te jure, les gens me croient pas quand je leur dis ça, parce qu'ils me connaissent que vis-à-vis de YouTube. Oh, comment ils se rappellent de tel truc? Mais c'est une mémoire instantanée en fait. Mais tu me parles de gens que j'ai croisés il y a une semaine. Je peux vraiment te dire qui sont ces gens. Montre-moi des photos. Non, ça me dit rien. C'est vraiment préoccupant. Attends, pourquoi on parlait de ça à la base? On disait c'est un vrai truc juste avant. Avant qu'on enregistre là? Non, avant que je parte sur ça, sur le fait que j'ai pas de mémoire. Les NFT. Je crois pas au NFT. Oui, donc je suis assez limité. Et en vrai, bah moi je peux que investir sur mon travail en fait. C'est ce que je maîtrise le plus. C'est pour ça que je suis très très prudent et que tu vois, je suis passé à côté des bitcoins, je suis passé à côté des NFT, je suis passé à côté de plein de trucs et même de trucs qu'on réussit. Mais j'ai fait ce choix de sécurité et d'être, tu vois. On pourrait presque faire un podcast sur l'argent, tu sais, toi. On fait ce que tu veux, on parle. Moi, mais non. j'ai une confiance aveugle en toi, on parle de ce que tu C'est veux. vrai. Vas-y, on parle de ce que tu veux, je m'en fous. T'as un problème avec l'argent? Non, j'ai l'air d'avoir un problème avec l'argent. Non, justement. Non. Comme Non. tu dis que t'es très sécurisé et que tu veux. Non, en fait, si tu veux, pour moi, l'argent, c'est bizarre de dire ça, mais c'est des points. Ok. C'est même pas l'argent en tant que tel, parce que en vrai, je me suffis de très très peu. Tu vois, si ceux qui me connaissent savent comment je suis habillé, c'est une honte. Non, mais c'est une honte à la mode. Là, on est... Ah non, mais là, c'est un survêt. T'es en survêt, quoi. Ouais, je suis en survêt, voilà. Mais ça, c'est un survêt de Torcy, club de futsal. Ouais. J'ai des potes qui jouent là-bas, je fais beaucoup de five, ils me l'ont offert. Donc là, je suis dans la gratuité. Voilà. Ça veut dire que l'effort, mais je suis pas en galère, l'effort d'aller au magasin pour acheter des trucs. C'est quoi ton t-shirt? C'est pas du tout. Ça, c'est un t-shirt, c'est un t-shirt collector de Bref. Radiophonique. Ah oui, il est où le ça, sopalin? Ouais, c'est les frascules de Bref, genre. Tu vois? Oh là là, le mec. Ah mais ça c'est pareil alors, ça Pareil. c'est gratuit. Pareil, mais C'est tes potes qui te l'ont offert. Oui, mais si les magasins étaient vides, j'irais tout le temps dans les magasins. Mais la flemme, en fait, pour moi, m'habiller, c'est parce que légalement, on est obligé, en fait. Je peux pas sortir, tu vois, en short, torse nu en short. Mais c'est mon rêve, vraiment, d'habiter dans un endroit où tout le monde sera en short. Et Donc l'argent c'est des points, tu disais. c'est des points. J'aime bien savoir que j'ai de l'argent. J'aime bien savoir, tu vois, que je gagne bien ma vie, que je suis tranquille, que je suis pas dans le besoin. J'ai beaucoup travaillé pour ça. Mais je te jure, c'est pas une vanne, je peux pas te dire combien je gagne. C'est pas je peux pas, je veux pas, je te jure, Fab, je te jure, je ne sais pas combien je gagne. Vous avez pas vu son regard déterminé Non là. mais je suis Genre, pas, je te mytho pas. je ne sais pas Ouais. combien je gagne. Mes parents gèrent tout mon argent Ok. complètement. Je bosse avec mes parents, ils gèrent ma société de cinéma et ma société de spectacle. Ils gèrent absolument tout. Ils ont une seule règle, ils font ce qu'ils veulent avec mon argent.
ils ont une règle, c'est que quand je veux acheter un truc, je dois pouvoir l'acheter. Fin. C'est tout. Ok. Un truc, c'est pas un hélicoptère. Hein. Non, mais quand je dis un truc, c'est par exemple, je sais pas. Un jogging qu'on t'offrirait. Non, mais pas un qu'on jogging, t'offrirait ça va, pas, par on est exemple. pas là quand même. Je le remplis. Je vais faire 8 séries d'hiver. Dire un jogging. Non, mais par exemple, n'importe quoi, je sais pas, je veux. Je vois ton studio, voilà, j'ai envie de me faire un studio pour. Ah, tu serais bon, toi, en streamer sur Twitch. Ah ouais? Ah ouais. Tu sais, j'y pense, hein. Tu sais que c'est beaucoup d'impro. Ouais, mais c'est beaucoup de temps aussi assis. J'essaie de pas trop. Non, c'est pas beaucoup. C'est pas 3-4 heures par jour. Bon, ça dépend, tu fais ce que tu veux. C'est vrai? Franchement, en plus, comme c'est de l'impro, et que tu parles avec les gens, parce que c'est ça, en fait, tu vois, le chat, Ok. il parle avec toi et tout. Ça ressemble un peu à ce que tu fais dans tes. Franchement, dans écoute, tes je vais spectacles. penser. On m'a parlé. Mon community manager m'incite de plus en plus à faire ça. Et j'ai peur de me lancer. Mais par exemple, voilà, toute ta logistique, là, ça a un prix, ça. Là, je vois des ordis, des trucs, Oui. des micros. C'est un ordi. Bon, c'est un ordi, ça coûte pas très très cher, un ordi. Mais là, tu peux peut-être pas dire la somme. Non, mais si, je m'en fous. Attends, l'ordi doit coûter genre 1000 balles et quelques. Le micro, il doit coûter 300 balles. Les deux écrans, ils doivent coûter 300 balles à eux deux. Bon, bah, Ah. tu vois, ça fait 2000 euros et 5000, quelques. le mec est nul en maths. Non, un peu moins, mais enfin, tu Voilà, vois. en gros, si je veux acheter 2000 5000 euros quoi. de matos, Mm. faut que je puisse pouvoir le faire. Oui. Voilà. En gros, c'est ça. Ça, C'est la seule règle. Mais je ne sais pas ce que mes parents font avec. Je vais me retrouver en Macaulay Culkin ou en Britney Spears. Je Bah sais oui. quelque temps. Tu sais pas. Kairon. Non, je sais absolument pas ce qu'il faut. Je sais pas ce qu'il faut avec mon oseille, mais qui kiffe, tant mieux. Franchement, il mérite. Tant que j'ai ce qu'il faut, c'est bon. Ah ouais. Oh, ouais, complètement. Ah, mes parents, ils font ce qu'ils veulent avec mon argent. Je m'en contrefous. Ça devient d'où ça? Tu te rends bien compte que c'est pas classique autour Oui, de toi? déjà, je pense que je suis fils unique. Donc, on a un rapport particulier. J'ai pas un frère drogué ou une sœur qui est partie avec quelqu'un qu'on déteste et on a peur de ce qu'il va faire avec l'héritage. On est vraiment trois depuis que je suis petit. Tu vois, Notre Rien, c'est un film, mais c'est aussi un concept. Souvenez-vous, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite Ouais. à aller le voir. C'est ton premier film. T'étais partenaire Qui déjà s'appelle Nous trop rien. à l'époque. Bien sûr. Et c'est vraiment un concept, c'est que sincèrement, on est dans une boucle où moi je draine de l'argent, mes parents gèrent cet argent. Voilà, on est dans cette boucle-là. Et vraiment, aujourd'hui, ils ont appris les métiers pour m'aider. Oui, parce qu'à la base, ton père il est avocat. Ouais. Après, en France, il a fait d'autres trucs, il a fait de la médiation, etc. Il a beaucoup travaillé avec les jeunes, et puis Ta mère elle a travaillé dans le social. ouais, et puis après, elle a fait de l'urbanisme aussi. Elle a fini à la gestion d'une ville. Un parking, faut le casser pour en faire un hôpital. C'est elle qui gère ça, tu vois. Donc, quand on arrive, moi, je me sépare de mon ancienne production. Je commence avec mes parents. Je suis en panique. Je me dis, mais on va où là, en fait? Alors tu te sépares de ta production pour vraiment te lancer à ton titre. J'ai eu des problèmes avec mon ancienne production. Ok. Des problèmes, comment on peut dire? Comme ça peut arriver avec Ouais, des comme ça, prods. voilà, comme ça peut arriver, humain et financier. Et du coup, j'ai arrêté et j'étais vraiment dans un doute de maintenant qu'est-ce que je fais? Je vais faire le tour des producteurs pour rencontrer un nouveau, mais il y a des très bons producteurs, mais tu sais vraiment jamais où va l'argent, tu vois. Et donc mes parents ils m'ont dit mais pourquoi tu veux pas que nous on te produise? C'est tes parents qui t'ont C'est proposé? mes parents. Et je dis mais comment ça? C'est-à-dire qu'est-ce que tu fais? Où tu veux t'occuper des buffets? C'est quand il y a des spectacles? Maman, si tu veux distribuer des fly, c'est ça que tu tractais à la sortie des spectacles? Il dit non mais on peut gérer ton. Je dis mais vous n'avez absolument pas les compétences. Et mon père il m'a dit un truc que j'oublierai jamais. Il m'a dit t'as raison. La plupart des producteurs ils ont des compétences et un savoir-faire dans ce domaine-là que nous on n'a pas. Mais ça peut s'apprendre. Mais nous aussi on a un savoir-faire que eux n'ont pas, qui nous viennent d'autres domaines. Et ça peut être intéressant. Et je dis mais franchement c'est trop intelligent. Vas-y faites. Franchement ils ont mis 2 mois à comprendre un peu. Ils ont appelé toutes les personnes. Je leur ai donné les contacts de tous ceux que je connaissais, qu'ils apprennent comment fonctionnent les billetteries, la tournée, le spectacle, le truc, les droits d'auteur, etc. Ils ont appris très très vite. Et en fait j'ai réalisé très vite qu'en fait passer de leur métier à produire était beaucoup plus simple que de passer d'immigrés iraniens venus en France avec 35 francs dans la poche à ma mère qui gère le budget de pleine commune, c'est-à-dire 8 villes, mon père qui ramène la médiation à Pierrefitte sur scène, qui devient expert européen en termes de violence dans les quartiers. C'est beaucoup plus facile ce passage-là. Donc ils l'ont passé pendant 3 mois, ils ont appris et après c'est fini. Et aujourd'hui ils gèrent trop bien et tous les gens avec qui on bosse ils sont super contents. Toi, tu sais pas s'ils gèrent trop bien. Peut-être J'ai qu'ils l'impression quand même, hein. Peut-être que ils ont claqué tout peut-être ton que argent. tout le monde me ment et que je suis dans Truman Show et que à la fin je vais être tout seul, tout pauvre. Non, franchement, ils gèrent trop bien. Moi, vraiment, c'est un plaisir de bosser avec mes parents. Vraiment, Ok. je les charrie tout le temps parce que c'est marrant, mais c'est vraiment un plaisir. J'ai jamais été aussi en confiance. Et d'ailleurs,
tu découvres encore qu'il y a tellement de trucs qu'on ignore, que entre 1 euro qui est généré par un artiste et ce qui touche à la fin, même quand il produit, pouf, il y a tellement de choses qu'on ignore Tu veux dire de coûts cachés, enfin de coûts cachés, de coûts COUP aussi, hein. COUPS qui non mais il y a plein de choses qu'on ignore et c'est bien. Bah tu vois que par exemple on parlait de YouTube etc. Ce qu'a apporté Internet aujourd'hui, moi c'est un truc que j'aime beaucoup. J'avais ce débat là, pardon, je fais des digressions de l'espace. Ouais, vas-y. J'avais ce débat là il y a pas longtemps avec quelqu'un qui parlait des influenceuses. Ouais putain mais quand même tu vois elles servent à rien, elles montent leur cul, elles touchent tant. Et je suis pas d'accord avec lui. J'étais pas d'accord avec lui. Je lui disais parce qu'en fait, ça s'appelle l'offre et la demande. C'est pas elle qui décide que ce qui plaît, ce qui ramène des likes, donc de l'argent, donc de la pub, de la médiatisation, c'est de montrer son cul. Et en fait, la seule différence avec avant, c'est qu'avant, t'avais quelqu'un qui exploitait cette fille-là pour qu'elle monte son cul. Et au lieu qu'elle elle touche 70 000 euros, lui, il en touchait 69 000, elle en touchait 1000. Et ben, je suis absolument pas contre le fait, je suis même d'accord avec le fait que la personne qui amène la matière première touche un maximum. Donc tant mieux. Tant que les mecs continueront à liker cette photo, cette fille touchera 70 000 euros par mois et tant mieux pour elle. Et c'est pareil que les footballeurs. Je suis absolument d'accord avec le fait qu'ils gagnent des millions d'euros parce que c'est eux qui sont à l'origine de tout ce qui se fait en fait. C'est le terrain. Donc moins il y a d'intermédiaires et Internet a permis ça. A permis d'enlever les intermédiaires en fait. Et le fait d'autoproduire ton spectacle, ça enlève aussi certains intermédiaires. Pas tous mais certains. Et donc, t'autoproduis ton spectacle depuis 2018. Ok. Ouais, c'était à la sortie de Mauvaise Herbe. 2018, ouais, c'est ça. D'accord. Mes parents, enfin, j'autoproduis. Auto parce que c'est ma boîte, mais c'est mes parents qui gèrent, en fait. Moi, je comprends rien à ce qu'ils font, tu vois. Ah ouais, mais t'as jamais cherché à comprendre comment ça marche? Non, je te dis, je comprends un peu de loin, mais je pense que c'est difficile il faut pas même tout faire parce qu'après, t'as des conflits d'intérêts. Parce que par exemple c'est Shirley qui en parle très bien, Shirley Soignon. Oui, dit, entre elle l'artiste aussi. et la productrice. Exactement. Ça claque. Ah mais ça coûte cher. Ah mais ça claque. Bah, par exemple tu vois, je sais pas si t'as vu ma dernière affiche. Si. Mais vous pourrez revoir sur Instagram, je mettrai le lien on peut mettre des liens dans les notes. Mais surtout t'as vu la vidéo qui montre comment on l'a fait? Ouais. Mais le mec qui a fait cette affiche s'appelle Damien Guimono. C'est un mec qui bosse pour Disney, il bosse pour Marvel. C'est lui qui a fait Simba. Donc, Damien, on l'adore. Il a un coup, Damien. L'affiche, même si Damien, il était super cool et on est potes et trucs, elle a un coût qui est fatalement, mais beaucoup plus élevé qu'une affiche de stand-up traditionnelle. Vraiment, vraiment beaucoup plus élevé parce qu'il y a un travail monstrueux derrière. Et ben, au moment où on fait cette affiche-là, moi, je peux me dire, si je me dis que je produis, je dis, mais jamais on met l'argent dans une affiche. Vas-y, on fait une photo tranquille, et puis voilà, et puis on fait un truc un peu sur Photoshop, ou... Non, moi, je voulais qu'il me crée complètement. Donc, il m'a complètement créé. Donc ça, c'est un coup que Kairon, le producteur, n'aurait peut-être pas fait. Ouais. Tu vois? Pourquoi Dragon, d'ailleurs? Il y a le pitch, t'as pas vu le pitch? Non, je crois pas. Dans la mythologie grecque. Attends, je vais te le faire. Attends, c'est quoi le pitch que j'ai écrit? Dans la mythologie grecque... Merde, je l'ai plus, attends. Voilà. En gros, le dragon, c'est souvent le protecteur des lieux sacrés de leurs trésors. Tant que le dragon veille, il n'y a pas de profanation. Après la phrase que j'ai écrite... Attends, ça va me rappeler, tu vois, je suis nul. Dernier endroit où on peut encore rire de tout. La scène est mon sanctuaire. J'en suis le gardien. Ça pète un peu. Mic drop. C'est pas mal. Ouais. Mais c'est vrai, je trouve que... Bah, tu vois, c'est de ça dont on parlait avant qu'on lance le truc et qu'on n'a pas pu développer. Mais on en parle quand tu veux, hein. C'est que moi je sens que ouais, avec plaisir. Je sens vraiment que sur la liberté, je vais pas dire liberté d'expression, je veux dire la liberté d'expression humoristique, ce qui pour moi est encore plus ciblé. Je trouve qu'il y a un vrai recul par rapport à avant. Et c'est vraiment un thème qui me tient à cœur. Okay, mais tu parles de quoi exactement? Du fait de... Je vais pas dire on peut plus rire de tout, je vais pas te faire ces trucs. Oui, c'est ça. Je vais pas et dire Pascal ça. Pro, calme-toi. Ouais, non. Non, parce que il y a beaucoup de gens qui s'indignent pour exister. Et aujourd'hui, le pouvoir de nuisance de toute personne qui est indignée à un instant T, pour nous qui sommes des professionnels de l'humour, ça peut nous être préjudiciable sur la durée. Et je pense qu'il faut vraiment éduquer les gens et leur mettre dans la tête qu'ils ont le droit de ne pas rire.
Ils ont le droit de trouver quelque chose pas drôle. Il y a personne qui peut dire ça c'est drôle ou ça c'est pas drôle parce que c'est subjectif. Ils ont le droit de pas trouver quelque chose drôle, mais ils ont pas le droit de nous dire à nous ce qui est drôle ou pas. Ils ont le droit de ne pas rigoler, pas de nous interdire d'en rigoler. Moi, il y a des blagues qui me font absolument pas rire une seconde, mais jamais je serais d'accord pour interdire aux gens qui trouvent ça drôle d'en rire entre eux. Et on est dans une époque où, après c'est les mauvais côtés des réseaux sociaux, tout n'a pas un couteau, c'est pour couper de la viande, c'est magnifique, ça va plus vite et tu peux égorger quelqu'un avec aussi. Donc chaque chose a des inconvénients et des avantages. Mais l'inconvénient des réseaux, c'est que tu peux vraiment briser des vies parce que telle personne qui est un peu suivie s'est vexée. Et tu vois, moi j'adore Twitter par exemple. Twitter c'est mon réseau préféré, c'est le meilleur et c'est le pire réseau en même temps. C'est étonnant de ta part. Je me tape des barres de rire. Tu sais que chaque jour je regarde Twitter et chaque jour je me dis putain mais collectivement on est brillants. Mais les vannes du futur que les humains y sortent, il y a des trucs mais incroyables. Et chaque jour je me dis on est vraiment des grosses merdes. Parce qu'il y a... Comment ça se passe ? On a envie d'exister sur ce réseau-là. Donc, comment t'existes avec de l'influence ? Avec des likes, des j'aime, des retweets, des gens qui disent ce que tu dis, etc. C'est pareil pour tous les réseaux. Hein. Pour exister, il faut avoir un avis sur une thématique. Thématique qui va intéresser tout le monde, donc souvent actuelle. Donc, tu vois, il y a un mec qui fait un truc ou une fille qui dit un truc. Quelqu'un parle de ça. Ça suscite de l'intérêt. Et là, maintenant, c'est qui va avoir la meilleure répartie sur ce truc-là. Mais pendant ce temps-là, personne se dit, mais cette personne-là, sa famille, ses amis, son entourage, eux, ça va être gravé à vie pour eux, ce qui est en train de se passer là. Nous, c'est juste vite, faut sacrifier quelqu'un, allez. Et c'est ce manque d'empathie et de bienveillance avec lequel j'ai encore beaucoup de mal. Ok. Par exemple, moi, tu vois, depuis ce qui s'est passé. Allez, je raconte. Mais je raconte. Parce que je t'ai demandé comment ça allait pendant le Covid pour toi. Et je te dis bien, et tu m'as fait remarquer que j'avais pété les plombs. Je t'ai demandé si t'avais pas pété les plombs, comme je sais que beaucoup d'humoristes et de gens qui n'ont pas travaillé, notamment, ont plutôt pété les plombs. Bon, je vais te raconter un truc sur lequel je voulais pas revenir parce que à chaque fois qu'il arrive un truc dans une carrière, on te donne quand même plein de conseils différents. On te dit non, mais n'en parle pas. Faut pas donner de l'importance, ça va passer ensuite. Ou parle-en une bonne fois pour toutes. Ouais, mais personne n'est au courant. Ouais, mes trucs, etc. On m'a accusé publiquement d'être copie comique. Déjà, il faut expliquer ce qu'est copie comique. Copie comique, c'est un youtubeur qui, d'ailleurs, moi je dis que c'est un youtubeur parce que moi je sais que c'est une personne. Mais t'as des gens qui vont dire non, c'est un groupe de youtubeurs. Pour moi, c'est une personne. C'est un youtubeur qui a mis des vidéos de blagues d'humoristes francophones, français d'ailleurs, français. Et à gauche de l'écran et à droite de l'écran, la blague originale. Donc soit québécois, soit français, soit d'autres pays américains, etc. Et en gros, la phrase que dit Copy Comique, c'est attends, c'est quoi ? Truc ou plagiat ? Coïncidence ou plagiat ? Donc en gros, il laisse chacun juger. Lui met juste les deux blagues côte à côte avec une antériorité évidente. Et après, chacun se fait son truc. Moi, à l'époque des premières vidéos Copy Comique, je suis en promo pour mon spectacle. Je me retrouve dans une émission. Fatalement, on m'en parle. Je suis humoriste. Il y a des grosses polémiques. Les premiers, c'était qui les premiers de Copy Comique, putain, les premiers humoristes qui avaient été Thomas Sisley. Il y avait Gad, il y avait je sais plus, il y avait quelques-uns. Et on me demande ce que j'en pense. Et moi, très sincèrement, je dis écoutez, moi je trouve ça sain d'avoir un garde-fou. Le vol dans l'humour, c'est quelque chose qui arrive. Et en réalité, la seule personne qui sait si elle a volé, c'est la personne qui a fait la blague. Je connais des gens qui ont des blagues mot à mot, c'est les mêmes que d'autres personnes, et je peux moi mettre ma main à couper qu'ils l'ont inventé. Parce que j'étais avec eux au moment où ils l'ont inventé, et c'est venu d'un ping-pong. À la base, c'était pas sa blague. C'est lui qui dit un truc, l'autre qui rajoute un truc, le troisième qui truc, et 2 jours après, le mec me dit mais en fait, je vais remplacer ça par ça. J'ai dit mais oui, et ce truc qu'il a trouvé avec 4 personnes devant moi, c'est mot à mot la même blague qu'un Américain. Même moi, j'ai des blagues qui ressemblent à d'autres blagues. Donc, toi, tu sais si t'as volé ou pas. Et parfois, inversement, t'as pris une blague de quelqu'un, t'as pris un mécanisme, tu l'as complètement pompé, t'as changé un mot, et personne s'est rendu compte d'où elle vient. Mais toi, tu sais que tu l'as pompé. Donc, il y a que toi qui sais en vrai. Et pour moi, un garde-fou, une sorte de Batman de l'humour, qui veille sur les humoristes qui se font voler leurs blagues, je trouve ça trop stylé. Et j'ai dit en gros
que c'est bien d'avoir ça au-dessus de nous, parce que si on a la même blague que quelqu'un et qu'on n'a pas fait exprès, bah on le dit, et enfin les gens nous croiront. Il n'y a pas de raison pour une ou deux vannes on te jette au feu. Soit on l'a fait exprès, et c'est aussi une façon, quand t'as fait une connerie, tu te fais attraper, il y a un jugement censé avoir une sanction, et la sanction te permet d'accepter, de dire mea culpa, j'aurais pas dû, rédemption, je vais vous prouver que je vaux mieux que ça, je vais travailler, et tu vas évoluer en fait. Donc à la limite, quand tu te fais attraper pour une connerie que t'as fait, c'est un service qu'on t'a rendu, parce que tu vas évoluer ensuite. Moi je le vois peut-être naïvement, mais je le vois comme ça. J'explique ce truc-là. Et donc moi je savais pas, mais on était plusieurs humoristes à avoir défendu publiquement Copy Comique. Et donc, parmi ceux qui étaient épinglés, il y a une sorte de cabale qui s'est mis en place sur qui est Copy Comique, il faut le trouver. Et donc j'étais sur cette liste. Moi je suis le milieu d'imaginer qu'il y a des gens qui sont énervés, trucs et tout, hein, d'accord ? T'as des humoristes qui débutent, les pauvres. Moi à ce moment-là je suis déjà indépendant, j'ai déjà mon spectacle, je roule, donc ils peuvent pas me toucher plus que ça, tu vois. Il y a des humoristes qui débutent, et eux par contre on les interdit de venir à des plateaux, on les exclut de certains cafés-théâtres, certains comédie-clubs, on les exclut par punition, et ces mecs-là alors qu'ils n'ont rien fait, voilà. Et donc moi à ce moment-là je ne sais pas que Copy Comique c'est un gars que plein de gens l'aident. Le temps passe. Un jour je reçois un message de Copy Comique qui me dit salut Kairon, merci tu m'as défendu, etc. Nanana. Je dis bah c'est normal, c'est ce que je pense. Et il m'explique, en gros, il me dit voilà, là j'ai des passages de toi et j'ai les mêmes d'un autre humoriste. Je vais faire une vidéo. Donc lui, c'était pas genre ah ça m'embête, t'inquiète pas, je vais te couvrir. C'était je vais faire une vidéo. Est-ce que tu as une antériorité? Est-ce que tu peux me prouver? En gros, je te mets à droite ou à gauche dans la vidéo. Je te mets dans le mec qui a pompé ou dans le mec qui a été pompé. Il me dit est-ce que tu as une antériorité de ces blagues-là? Je dis bah j'ai même pas besoin d'aller très loin. Elles sont sur YouTube. Cette blague qui a été pompée, c'est mon premier passage de Jamel Comedy Club, saison 2. Et celui-là, c'est un autre passage, Comedy Club, saison 3, je crois. Tout est sur Internet. Prends. Il fait son montage. Et c'est tout. C'est mon seul lien avec Copy Comique. Le temps passe. Et là, un jour, je suis à un barbecue. J'ai un pote. Je suis à un barbecue et là, je reçois 700 messages d'un coup et je vois sur les réseaux que donc la femme de Thomas Sisley, Sandra Sisley, met un message de ma tête. En plus, c'est vraiment des tarbes. Ils ont pris une vieille photo. J'avais des photos un peu Gosbo et tout, tu vois. Ils ont été prendre la pire photo. Bah oui, tu vois, genre on dirait tu sais bon, on s'en fout. On dirait les migrants mais qui sont arrivés en minutes. Tu vois, ça arrive en France en minutes. On est sur, ça fait même pas une heure que t'es en France. Tu vois, t'as le voyage encore. T'es pas à l'aise, à la barbe, la tête. Il y a un truc vraiment. J'étais le coupable idéal de cette photo, quoi. Ils mettent ma photo avec la photo de Baptiste. En gros, Kairon c'est le Copy Comique, Baptiste c'est son Robin. Donc Baptiste le Capelin. Baptiste c'est mon. Quand même, je suis flatté, c'est que dans l'histoire, Baptiste c'est mon commis. C'est mon second, c'est lui qui m'aide. Je reste quand même le boss du projet dans leur tête à eux. Et donc. Et donc Baptiste et moi on s'appelle, on est mort de rire, on comprend pas ce qui se passe. Je dis mais c'est quoi d'où ça sort et tout. Et c'est là que moi je découvre que Copy Comique il parlait à plein de gens, mais moi je l'avais senti de toute façon parce que vu les vidéos qu'il met, pardon ça va durer 3 heures ce passage, c'est vrai. Vu les vidéos qu'il met, vu la culture qu'il y a derrière, moi je sais il y a pas un seul humain qui peut avoir cette culture humoristique. Il y a 20 personnes derrière. Et donc je dis c'est toi Copy Comique? Il me dit bah non, il me dit c'est toi, bah non. Et donc on dit ok, bah qu'est-ce qu'on fait? Et Baptiste il dit bah moi je vais mettre un mot pour démentir. Je dis moi je sais pas encore, j'ai pas envie de donner de l'importance à ce truc-là parce qu'en fait moi j'essaye d'apparaître dans les médias uniquement pour parler de mon travail, pas pour parler de polémique ou trucs comme ça. Après c'est sans fin, on t'invite pour te défendre, te justifier et tout. J'aime pas cette posture, tu vois. Donc je réfléchis, puis mes attachés presse me disent Kairon, faut faire quelque chose. J'avais un film en prépa à l'époque, je sais pas quoi. Et donc à un moment donné, ok, je vais mettre un message. Et je mets un long message où j'explique tout ce que je pense. Où j'explique que effectivement, auteur c'est un métier difficile, que t'es pas protégé, que une vanne pour les gens c'est juste une vanne, mais un concept, une idée, une vanne, ça peut te changer ta vie en fait. Et c'est trop important. J'explique ça, etc. Je mets le message et je passe à autre chose. Et pour moi l'affaire était pliée, c'est fini. Et ce que je savais pas,
c'est que les personnes épinglées par Copy Comic, dont je citerai pas le nom, mais maintenant tout le monde sait qui c'est, tout le monde a les noms. D'ailleurs, j'invite ces gens à me contacter pour se parler de vive voix, ça me ferait très plaisir. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de leur parler. Ah ouais. Ouais, franchement, je lance l'appel avec plaisir. Donc, ces gens-là qui en veulent à Baptiste, qui m'en veulent, etc., moi, je savais pas qu'ils étaient encore dans une colère, dans une aigreur, dans une rancœur. Arrive le confinement, voilà pourquoi j'arrive là. Arrive le confinement, et donc moi, en fait, si tu veux, j'ai encore du mal à me montrer des moments de ma vie. Quand je suis sur les réseaux, sur Insta, alors voilà, là je suis là, je mange ça, je juge pas ceux qui le font, mais moi j'ai pas le réflexe pour le faire et je préfère vivre l'instant en fait. Donc je suis très mauvais pour ces trucs-là. Et mon community manager me disait, Kéron, il faut que tu mettes, il faut mettre des trucs sur les réseaux, il faut que tu aies quelque chose. Et je lui dis, bah regarde, moi j'adore Twitter, j'adore les mèmes, c'est un truc qui me fait beaucoup rire. Il me dit, bah ça c'est très bien, je vais te trouver plein de mèmes et tu vas me sélectionner ce que tu préfères et on les met. Et chaque matin, depuis 2-3 ans, je te montre, hein, j'ai 15 mèmes que m'envoie mon community manager et je mets ok, non, ok, voilà. Et il les publie. Et je suis devenu mon Insta est devenu une page un peu par référence, mais il y a beaucoup de gens qui viennent même pas pour moi, mais juste pour les mèmes. Ouais. Moi, ils me calculent pas, mais ils screenent les mèmes et ils kiffent, voilà. Ça fait du flux, ça fait de la publicité, quoi qu'il arrive. C'est mon truc, voilà. Et donc arrive le confinement, et pendant le confinement, il faut savoir que tout le monde est chez soi et que du coup, tout le monde est sur les réseaux. Le premier jour de confinement, il y a 4 fois plus d'audience sur les vidéos, les trucs, etc. Et donc mon community manager, il me dit, putain, 8 par jour, c'est pas possible, c'est pas assez, je t'en envoie 30. Et il m'envoie des trucs, et lui et moi, on adore l'humour noir. Quand c'est ce que je fais tu peux pas dire qu'Aaron il aime... Tu veux changer la cassette, c'est ça? Non, pas du tout. Ah pardon, tu regardes l'horaire? J'ai peur de te saouler, pardon. Non, arrête, je regarde si mon truc enregistre toujours. Okay, j'ai toujours un petit œil dessus. Et donc il m'envoie plein de trucs et je suis chez moi, je suis tout seul en humour noir, toute la journée c'est des vannes et tout. Je dis ah ça c'est marrant. Et on met des trucs d'humour noir en fait. Donc je me rappelle ce jour-là, il y avait une vanne, il y avait un petit enfant renois avec un sourire et avec le pouce, il y avait écrit Sissi la famine. Ça nous a fait rire. Juste après, t'avais une vanne grossophobe à mort. Elle est connue celle-là. T'avais 4 femmes en surcharge pondérale, obèses. Vraiment, ouais, c'était grosse, voilà. Ouais, c'était grosse. Avec, tu sais, tout en même temps, la jambe droite en l'air. C'était un cours de fitness. Et la photo du bas, c'était une maison penchée. Tu vois? Ça m'a fait rire, je l'assume. Juste après, il y avait un truc sur c'était quoi, attends, un truc sur une vieille je sais pas quoi, t'avais une vanne de viol, il y avait que des trucs d'humour noir et dans le tas, il y avait une vanne qui existe depuis les années 80, c'était j'avais rencard avec une juive. Elle m'a demandé mon numéro. Je lui ai dit que nous on avait des noms. Franchement, la vanne, je la trouve surpuissante. Ouais. Franchement, Team Seat, il fait ça sur scène. Trouve-moi un seul humoriste qui dit que la vanne elle est pas marrante. Team Seat, il fait ça sur scène, il fait un personnage dans un camp de concentration, ouais. Un mec, un Allemand un peu bête qui est amoureux d'une juive et la juive elle lui dit ça et l'Allemand il répond ça, les gens ils sont morts de rire. La vanne elle est surpuissante. Moi je suis mort de rire. Community manager aussi. On la met sans faire attention et pour moi elle est comme les autres en fait. Je répète toujours dans mes spectacles, moi je suis contre la raciste, je déteste tout le monde pareil. Donc pour moi c'est la même chose, tu vois. Et pour moi il faut parler d'un tabou, au contraire. Un problème, un sujet sur lequel on dit non il faut pas en parler, c'est qu'il y a un problème justement, il faut en parler, le rendre acceptable. Et donc on met ce truc là et moi je passe à autre chose et je sais pas, quelques minutes après je reçois plusieurs messages de espèces de lâches, quand c'est des vannes sur les asiatiques et coronavirus là t'y vas, et dès que c'est sur les juifs t'as peur, mais genre 15 messages comme ça. Je dis mais de quoi vous parlez en fait? Et on me dit bah t'as retiré cette vanne là. Je dis mais j'ai rien retiré du tout. Et je dis à mon community manager, je dis t'as retiré un truc? Il me dit ouais, t'as commencé à recevoir des messages sur cette vanne là, j'ai préféré la retirer. Je dis mais non, il faut parler avec ces gens là. Laisse-moi leur expliquer que je suis pas contre la Shoah. Comment on peut être contre... Non, je suis pas pour la Shoah, pardon, je suis un ouf. Non, mais j'allais contre la j'ai mal mental. Contre l'extermination de masse, c'est ça que je veux dire. Je suis pas contre l'extermination de masse, qui peut être... Non, attends, ça va me faire flipper. Pas vrai, ça me fait stresser. Je suis pas pour l'extermination de masse. Je suis aucun mot qui finit par phobe. C'est impossible. Je peux pas être antisémite. Je peux pas être... C'est impossible pour moi d'être misogyne. C'est impossible pour moi d'être grossophobe. C'est juste des sujets importants et pour moi il faut en parler. Pour en parler il faut accepter déjà d'être calme sur le sujet, et pour être calme, si t'arrives à rire d'un sujet, déjà ça va mieux, tu vois. Il y a pas de passion, il y a que de la raison. Donc c'est important de rire de tout, moi je pense. Et je dis non, il faut que tu me laisses dire aux gens que justement moi j'ai pas de malaise avec
mais que c'est une vanne en fait, c'est même pas ma vanne en plus, c'est pas ma vanne. Et donc moi je mets un message disant attendez, là on a retiré le truc, mais je suis pas d'accord avec le fait qu'on ait retiré. Si ça avait été que moi, on l'aurait laissé et on aurait discuté. Et en tout cas, moi c'est tout le monde pareil en fait. Ce que j'apprends par la suite, écoute bien, il y a des humoristes très célèbres dont je vais taire le nom, qui ont partagé en masse ce truc-là sur les réseaux et aussi entre eux. On a reçu des appels, mon attaché de presse a reçu des appels d'associations antiracistes disant écoutez, il y a l'avocat de cet humoriste qui nous appelle depuis ce matin pour qu'on porte plainte contre Kairon. Mais nous on adore Kairon, on sait que c'est pas un raciste du tout. Mais faites attention, il y a des trucs qui sont en train de se faire. La cabale. Exactement. Toute la journée, il y a eu ces trucs-là. Moi, j'ai reçu, je te jure, des centaines de messages de juifs qui me disent moi la vanne, je la trouve trop marrante. Moi, les vannes que je fais, elles sont pires. Avec mes potes, on rigole de fou, on t'adore, force à toi. Et j'ai reçu aussi beaucoup de messages de personnes de confession juive qui m'ont dit on comprend pas, c'est pas normal ce genre de blague. Et je te jure, j'ai pris le temps de parler avec chacun. S'il y en a un seul à qui j'ai pas parlé qui se manifeste, c'est impossible. J'ai répondu à 200 messages ce jour-là. Mais tu vois, j'ai vraiment été au bout de la démarche pédagogique et humoristique qu'il y avait derrière. Le lendemain matin, mon agent de cinéma m'appelle et me dit Kairon, ça va être compliqué, on va pas pouvoir continuer avec toi. On reçoit beaucoup de coups de fil de producteurs, de réalisateurs, de gens qui veulent. C'est toi ou eux. Je dis mais je comprends. Franchement, je comprends complètement. T'as un business à faire tourner. Je comprends, je respecte. Fais ce qui est le mieux pour toi en fait. Je dis à mon agent vraiment. Et je te jure. Et aujourd'hui encore, j'ai beaucoup de sympathie et de respect pour mon ancien agent. C'est normal. Il y a un choix à faire. Il l'a fait. Je comprends vraiment. Je lui dis pas de problème. Donc c'est l'agent avec qui t'as fait Nous trois ou rien, Mauvaise herbe, ouais, etc. Ouais. Ah ouais. Très, très bon agent au demeurant, vraiment très très bon agent. Mais il a fait un choix et c'est normal. Franchement, je juge pas du tout. Je raccroche sans aucune amertume ni rien, vraiment pas d'aigreur. Et je me dis bon bah j'ai plus d'agent. Après, si tu regardes bien ma filmographie, je fais quand même souvent mes propres films, donc ça changeait pas vraiment grand chose en fait. Tu vois, vaut mieux avoir un agent que de pas en avoir, tu vois. Ouais. Mais c'est pas non plus. J'étais pas que comédien qui avait besoin de passer des castings et tourner tout le temps. C'est sûr que c'est pas vraiment ton métier, quoi. Ça, c'est le premier jour, d'accord, qui a suivi. Le deuxième jour qui a suivi cette histoire, je perds le premier rôle d'un film. La réalisatrice m'appelle et me dit Kairon, la productrice ne veut pas faire le film, elle a peur, etc. Et elle me dit, mais d'ailleurs c'est incroyable parce que le film en question, il parlait de quelqu'un qui avait été victime d'une rumeur sur les réseaux sociaux et ça a niqué sa vie en fait. Et elle me dit d'ailleurs c'est marrant non parce que c'est exactement ce que tu vis. J'ai envie de lui dire ouais c'est marrant, hein, c'est exactement ce que je vis ouais. Et je perds ce rôle là, d'accord. Le troisième jour qui a suivi cette histoire, je devais réaliser une grosse campagne de pub pour une marque de téléphone chinoise. Je peux pas dire le nom parce que voilà. Après, ça devait être un gros truc en France, etc. On m'annule ça aussi. Et ces trois trucs-là étaient mes trois seuls liens avec l'extérieur dans le métier, en dehors des films que moi je fais moi-même, que j'ai écrits, etc. Donc à ce moment-là, j'imagine pas l'étendue des dégâts. Mais si je te dis qu'aujourd'hui encore, la semaine dernière, on m'a appelé pour me proposer un projet, j'accepte. 2 jours après, le mec me rappelle, me dit finalement ça va pas être possible, on s'est renseigné, on s'est rendu compte, on nous a dit que il y a encore des gens qui essayent de me nuire par rapport à Copy Comic. Ce prétexte de cette vanne là, c'est en réalité une vengeance de Copy Comic. Une vengeance pour sur Copy Comic, pardon. Donc aujourd'hui encore, tu vois. Donc les gens pensent que t'es Copy Comic ? Les gens, je sais pas. Mais même toi, quand on est arrivé, tu m'as dit alors c'est toi ou pas. Et je t'ai dit, je te montre les discussions que j'ai avec Copy Comic, il y a aucun problème. Je te l'ai dit direct, tu vois. Moi, je t'ai tout de suite dit, à tous les coups, t'as créé une conversation avec toi-même. Non, c'est le compte officiel. Pour ton backup, t'es con. Mais en plus, toi, tu sais comment je suis nul en information. Pourquoi je me justifie sur ça en plus? Oui, c'était une vanne. Ouais, c'est une vanne. Mais en gros, je sais pas si des gens pensent que je suis Copy Comic, mais il y a des gens du métier qui m'en veulent par rapport à ça et qui font tout ce qui est possible et imaginable pour me pourrir ma carrière. Mais après, j'ai pas de rancune. Quand on me connaît, on sait que j'ai pas de rancune. Et que t'as vu le truc que j'ai dit, c'est que ces gens-là, ils savent qui ils sont. Appelez-moi, on discute. On discute face à face et on
en paix, tu vois. Mais jamais ils t'appelleront. Mais en fait, si tu veux, pour moi, il y a un truc qui est plus important que tout, c'est ta propre conscience. Moi, je la dissocie de moi-même. Ma conscience, c'est quelqu'un qui est avec moi et qui me juge H24 et qui peut m'empêcher de dormir. Moi, je sais que j'ai pas de problème de conscience par rapport à cette histoire. Je me suis expliqué par rapport au public, je me suis expliqué par rapport à Copy Comic. Tu sais, Copy Comic, il m'a dit à un moment donné, il s'est excusé plusieurs fois, hein. Il m'a dit, je suis désolé, je vois que ça te met dans la merde et tout. À l'époque de la blague, il m'a contacté, il m'a dit, je suis désolé, je sais que ça te met dans la merde et si je peux faire quelque chose. Je lui ai dit, non, franchement, toi, t'as rien à faire. Toi, t'as fait un truc de ton côté par rapport à ton idéologie. Je me suis retrouvé dedans par un concours de circonstances, c'est pas ton problème. Et il m'a dit un truc, et je te jure, Fab, que sur la tête de ma mère, que c'est la pure vérité. Il m'a dit, quand tout ça se sera terminé, ça me ferait plaisir de te rencontrer, qu'on aille boire un café. Parce que moi, tu le sais pas, mais je suis venu voir tes avant-premières de Mauvaises Herbes et de Nous Trois ou Rien. Avant même d'être Copy Comic, j'étais fan de ce que tu faisais et ça me fait plaisir de voir que t'es un gars intègre, etc. Et je lui ai dit merci, mais je te jure qu'on va jamais faire ça, parce que si je te vois en vrai, si je sais qui t'es, quand on va me demander c'est qui Copy Comic, je pourrais pas dire je ne sais pas. Ce serait un mensonge. Aujourd'hui, je sais pas qui est Copy Comic et je veux jamais le savoir. Exactement, je veux jamais le savoir. Donc voilà. Mais tu vois, il y a quand je te dis victime d'une cabale, enfin c'est ce que t'as dit, j'ai validé, mais il y a aussi des gens qui sont victimes de plein d'autres choses. Je suis même pas le plus. De l'extérieur, les gens ils peuvent croire que ces métiers-là, c'est des métiers. Mais t'es sûr que c'est en rapport avec ça? Ah non, mais c'est des certitudes. Mais c'est des certitudes. T'as vu, j'ai mis 2 ans. Là, je n'ai jamais parlé, c'est parce que c'est toi. Ouais. Tu m'as pas vu dans les médias là en parler et trucs et tout, tu vois. Là, je t'en parle parce que c'est toi, parce qu'on est sur ton canapé. J'oublie même que j'ai un casque sur les oreilles et un micro dans la main, tu vois. Je parle juste à un mec que j'aime bien, que je connais depuis longtemps. Il y a 2-3 gens qui écoutent, hein, t'es au courant ou pas? Écoute, au moins ce sera sorti dans un cadre sincère et naturel, tu vois. Mais en tout cas, je dis pas ça pour me plaindre. Tu vois, je dis pas oui, bon, il m'empêche de travailler, s'il vous plaît, aidez-moi. Je suis pas dans cette démarche-là du tout. C'est dans une carrière, il y a des hauts et des bas. Tu connais l'expression, la fameuse traversée du désert. Tu vois, si moi ma traversée du désert, c'est ça, franchement, j'ai de la chance parce que je continue à bosser. J'ai mon public qui vient me voir, j'ai ma chaîne YouTube qui marche très bien. Je crée mes films, je crée mes spectacles, j'écris, je réalise, je joue. J'ai d'autres projets à côté aussi. Ça fait partie de la vie en fait. C'est comme ça, faut l'accepter. Et mes parents, ils ont subi des vrais trucs de fou. On parle de prison, on parle de fuir son pays, on parle de risquer de mourir, de voir son bébé mort. Je vais pas me plaindre parce que t'as 3-4 gars un peu influents qui essayent de me causer du tort. C'est pas grave, je m'en remettrai. Oui, mais ça t'empêche. Enfin, c'est pas parce que tes parents ont vécu des trucs de fou que c'est pas pour autant dur pour toi de vivre ce que t'es en train de vivre, quoi. Ça aide, franchement, ça forge. Ah ouais? Ouais, ça permet de prendre plus de recul. Ça permet de relativiser, de te dire. Bah écoute, franchement, bah voilà, c'est la vie en fait. Il y a des gens qui t'aimeront pas, quoi que tu fasses. Il y a des injustices, parce que là pour le coup c'est une injustice, que je suis accusé d'un truc que je n'ai pas fait mais que je trouve noble. Donc c'est encore plus dur pour la personne en face qui pensait que j'allais juste m'excuser, dire non c'est pas ma Copy Comic, vraiment les gars, moi je suis avec vous. Non, moi je suis pas avec vous. Moi je suis avec Copy Comic. Je suis avec les gens intègres. Maintenant si t'as volé, tu le sais, corrige, travaille. Je crois en la rédemption. Et si t'as pas volé, bah c'est pas mon problème, moi je suis pas dans l'histoire, tu vois. Waouh. Ça a l'air d'être en fait, à la base, c'est quand même faire des blagues, hein, votre métier. Exactement. mais c'est comme tout. C'est comme c'est des blagues, quoi. Oui, mais c'est Astier qui disait ça. Il disait je connais rien de plus sérieux que l'humour. Et il a raison, parce que derrière une blague, en fait, regarde, c'est comme tu dis par exemple, ouais, mais à la base, c'est juste de faire un plat. Ouais, mais le plat, la façon dont il arrive, la coordination, que le mec il lève la cloche, l'autre à côté va se ramener le vin, le pain, le truc, l'endroit où t'es, c'est un orchestre, c'est millimétré. Là, on parle de blagues, mais on parle de gens qui ont payé, qui sont assis et qui vont tous rire au même moment sur la même blague. Tu te rends compte quand même, là c'est un métier, c'est un travail de fou, il y a des effets. Je crois que les gens se rendent pas compte quand ils ont pas l'habitude. Mais oui, c'est que de l'humour. Mais ils voient pas tout ce qu'il y a derrière. Mais quand quelque chose paraît simple, c'est que c'est très difficile justement. Et un humoriste qui voit son métier juste comme de la blague, comme tu dis, bah les gens ne vont pas le voir sur scène. Parce qu'il arrive pas au niveau où tu as envie de payer pour lui. Parce que c'est de la blague. C'est quand tu travailles, que tu millimètres tout, que tu t'enregistres, que tu t'écoutes, que tu te regardes. Ce mouvement-là, je vais le faire là. Ah, mais là, tu sais que j'ai mis. Avant, à une époque, je faisais une blague. Elle marchait de fou. Et un jour, elle a arrêté de marcher. Et je devenais dingue, je comprenais pas.
je me rematais les vidéos, je comprenais pas pourquoi elle marchait plus. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, c'est une vanne qui venait après une question. Donc je demandais au public qui nanana, les gens levaient la main. Avant, j'attendais qu'ils aient la main baissée et je faisais la vanne et c'était une explosion. Et après, je faisais la blague alors qu'ils avaient encore la main en l'air. Juste le fait d'avoir la main en l'air, ça a coupé de plus de 50% les rires dans la salle. On parle vraiment, on est aussi, on est à la virgule près quoi. Donc quand tu te prends la tête pour faire des effets et tu mets 1 an à mettre cette blague en place, et t'as un gars qui vient, qui te la prend et qui l'a fait et qui prend les applaudissements du public, les gens disent oh putain il est trop fort lui. Mais c'est dur. C'est aussi pour ça que je voulais pas mettre mes vidéos au début. J'avais peur qu'on me vole des vannes ou le concept ou quoi que ce soit, tu vois. C'était aussi une des raisons. Donc là, ce que tu fais maintenant, c'est que tu mets des moments d'impro. Ouais. Et ça, c'est involable quelque part parce que parce que s'il y a des réparties qu'on peut voler, mais au moins je les ai mises en premier. Oui. Après, quand c'est quelqu'un de plus connu qui les fait, tu peux rien faire. Les gens vont dire bah c'est lui qui l'a fait, mais au moins moi je l'ai mis en premier. Là où je voulais en venir, c'était que en fait, c'est un talent que t'as développé l'impro. Ouais. Avec le temps. Complètement. D'où ça t'est venu ça? Bah toi t'étais là au début quand je faisais mes premiers spectacles et si tu te rappelles, je partais aussi en impro mais c'était cadré. C'est comme ce que font la plupart des humoristes, ça veut dire t'as ton spectacle, tu sais que tu commences par ça, là t'as un espace tu vas improviser, tu prends 2-3 minutes, puis tu continues ça, puis t'as un autre espace, puis un troisième, etc. Je faisais ça. Et puis en fait je m'amusais plus à faire mes impros qu'à faire les textes et je me suis rendu compte aussi que quand tu vendais un truc comme une impro, bah ça marchait mieux. Tu vois, n'importe quoi, mais j'ai une blague sur les moustachus. Si dans la salle je dis ah là j'ai un pote moustachu, il lui arrive un truc, je raconte, bon, les gens vont rire parce que le passage est marrant. Mais si je parle à un gars pour aucune raison et pendant que je lui parle, je me rends compte qu'il est moustachu et je fais toi t'es moustachu. Est-ce que toi aussi ça va prendre beaucoup plus de valeur dans la salle. Les rires vont être plus forts parce que les gens vont se dire ah il vient de l'inventer. Ça c'est pour nous en fait, c'est que maintenant. Et forcément, ça passe plus. Donc, j'ai commencé à prendre plus de plaisir et je me suis dit, mais je veux pas faire de captation, je veux créer un spectacle que je pourrais jouer à vie. Et j'ai créé ce concept, en fait, de cloud, où je mets au-dessus de ma tête, toutes les nouvelles blagues que j'ai. Je les garde et je les fais quand le moment est venu et je dois juste assurer entre les transitions pour qu'il y ait du rythme. Et que les personnes se disent, ah voilà, là, il y a eu 10 secondes sans vanne. C'est impossible. Ça n'existe pas. Franchement, je l'ai pas vu ailleurs. Après, peut-être que je me trompe. On ne sait jamais ce qui existe sur Terre, mais je l'ai pas vu ailleurs. Ce truc de vraiment du début à la fin où t'as pas de ligne directrice, tu vois. On parle de cinéma un peu. On parle de ce que tu veux. Donc t'as réalisé tes 2 premiers films, N'outre-rien ou Mauvaises Herbes, et c'était les deux. T'as dit ou Mauvaises Herbes. Et Mauvaises Herbes. Ah oui, t'as dit où? Ah, j'ai dit ou Mauvaises Herbes. Ou Mauvaises Herbes, effectivement. Et en fait, je t'ai vu aussi lancer Brutus contre César, qui devait sortir au ciné, c'est ça, qui a fini sur Prime. Ouais. C'est sorti en plein confinement, c'est ça. Je te raconte, c'était prêt pour une autre longue histoire. Ouais, vas-y. C'est fou. Ouais. En fait, ce qui s'est passé. Alors, par quoi on commence? Ça aussi, Brutus, j'en ai jamais parlé publiquement encore. Mais ouais. Vas-y, je te raconte tout. Vas-y. Brutus, quand moi j'ai créé Brutus, je voulais absolument ni faire un Camelot, ni faire un Astérix, ni faire un truc qui ressemblait à quelque chose qui existe déjà. Le scénario de Brutus, il y a des moments vraiment dark dedans. Il y a des moments marrants, il y a des moments de... Genre les combats, ça devait vraiment être des trucs d'égorgement et des vrais trucs... Tu vois, je voulais que quand t'es dans des scènes drôles, elles soient vraiment drôles. Quand t'es dans des scènes touchantes, elles soient vraiment touchantes. Et quand t'es dans des scènes de combat, ce soit du gladiator, quoi. Gladiator, mais même plus. J'avais mis du Muay Thai. Le mec qui a fait les cascades sur Brutus, c'est un gars qui fait des trucs. Mohamed, j'embrasse d'ailleurs. C'est un mec qui fait des arts martiaux. Donc on est sur des combats du Viet Voda. On est sur d'autres trucs en fait que les Romains ne maîtrisaient. Les Romains c'était une épée et basta, tu vois. On est sur des trucs un peu des Shaolin. Et donc en fait. Moi, j'ai commis une énorme erreur sur Brutus. Ça a été mon erreur principale et j'y pense tout le temps. Je te jure, il y a pas un jour où j'y pense pas. Ça me fait plaisir ça me fait plaisir de te ramener ça aujourd'hui. Non, mais t'inquiète pas, parce que je me dis, je veux plus jamais que ça se reproduise comme ça. J'ai fait l'erreur de partir entre guillemets en guerre, parce que quand tu pars sur un film, c'est une guerre. Tu pars pour 2 ans de travail, tu vas donner 2 ans de ta vie à un projet, sans avoir les bonnes armes autour. C'est-à-dire que j'avais les bons comédiens. J'avais la bonne équipe. Un casting de Maboule. Mais tu sais pourquoi? Parce que le casting est venu sur le scénario. Et tous ceux qui ont vu le film et qui m'ont dit y a pas de vanne, le scénario est nul, c'est de la merde, je vais pas leur dire non mais les gars, vous n'imaginez pas en fait que moi j'ai écrit 3 scénarios dans ma vie, c'est celui qui a le plus convaincu.
c'est vraiment le meilleur de mes 3 scénarios. C'est le mieux écrit en fait. Mais les gens peuvent pas le voir parce que le film ressemble pas au scénario au final. Et j'ai un casting de fou parce qu'ils m'ont fait confiance par rapport à mes 2 précédents films. Et je les remercie de ça. Et parce que le scénario était bon. Mais c'est financièrement, on n'a pas réussi à débloquer assez d'argent. Et en fait, là où sur Nous trois rien, Mauvaises herbes, c'est des films comédie dramatique qui se passent un peu en banlieue, on est sur quand même des personnes avec une vie modeste, où tu te dis, vas-y, franchement, 1 million de différence, on le voit pas, quoi. Au lieu de mettre 250 figurants, j'en mets 70. Au lieu de prendre, je sais pas moi, de faire arriver mes parents Nous trois rien à côté des Champs-Élysées, Arc de Triomphe, et de filmer ça, parce qu'on n'a pas le budget, et ben ils sont dans la voiture. Et on va filmer leurs yeux qui découvrent, et dans la vitre on va mettre le truc, ça coûtera moins cher, tu vois, ça passe. Et ben dans ce genre de film comme Brutus, c'est impossible en fait, tu peux pas, parce que ça fait vite cheap. Si t'as pas les bons costumes, les bons décors, si t'as pas le bon nombre de figurants, si t'as pas tout ça. Et mes équipes, ils ont tous fait au mieux, ils se sont pris la tête, et vraiment je les remercie, ils ont tous joué le jeu. Mais à un moment donné, l'argent c'est le nerf de la guerre, parce que l'argent c'est le temps aussi. Au lieu d'avoir 3 prises pour faire une scène, bah t'en as 15. Et quand on a 15, bah moi j'ai plus de choix au montage. Et en fait l'accumulation de ce manque par-ci par-là a créé un film que j'assume, parce que c'est mon œuvre, mais c'est pas le film que j'avais en tête. Et je me suis rendu compte, au moment où je livre la première version à mes partenaires, que c'est pas le film que eux avaient en tête. Eux, ils voulaient un truc vraiment comédie. Et du coup, il y a un remontage qui a été fait de Brutus. Le film Brutus, aujourd'hui, il fait 1h20. La version que moi j'avais validée, elle faisait 1h45. Donc il y a 25 minutes de ma version qui ont sauté pour rendre le film plus péchu, plus rapide, plus digeste pour le plus grand nombre. Et t'es dans un moment compliqué parce que tu te dis d'un côté, moi j'aimerais que le film il reste comme il est, mais on te fait comprendre que s'il reste comme il est, on va moins l'aider, moins le défendre, moins investir dessus. En termes de promo et tout. De promotion, parce qu'en réalité, la promotion, ça fait tout, tu vois. Donc tu veux dire que les distributeurs, ils mettent de l'argent pour faire en sorte d'avoir des affiches. Exactement. Mais quand ils croient moins, bah, tu mets moins d'argent. Et donc, moi, c'était mon premier film qui aurait dû être vendu comme un blockbuster, parce qu'il y a tout pour que ça fasse un gros truc, tu vois. Donc, je voulais pas sacrifier ça. Et donc, on a coupé 25 minutes. Et ensuite, arrive le confinement, avec toutes les galères qu'on connaît en salle. Et on me dit un jour, Amazon, c'était le premier film qu'ils allaient acheter, en fait. Ils n'avaient pas produit, qu'ils allaient acheter. Amazon voulait un film très vite, là, pour très bientôt, truc de confinement, là, etc. Et un gros casting, c'est familial, etc. Amazon, ils le veulent absolument et tout. Donc moi, je suis super flatté. Putain, merci Amazon, c'est trop cool. Donc ils se sont mis d'accord entre eux sur les ventes, etc. Amazon, ils ont vraiment joué le jeu, pour le coup. Ils nous ont fait une promo, mais de malade mental. J'ai jamais eu ça sur aucun film. Après, c'est pas le même budget, tu vois. Donc, j'ai jamais eu ça. Ils ont fait une grosse promo, mais donc, qui dit grosse promo et qui dit film de ce genre-là, dit aussi attente. Et je me suis fait laminer sur les réseaux, sur ce film. Et je comprends. Il y a des gens qui pensaient retrouver l'énergie de Nous trois rien, Mauvaises herbes. Non, moi, je voulais faire autre chose. J'ai montré que je savais faire ce genre de film. Je voulais tester autre chose. Et voilà, je prends ma part de responsabilité. Et bon, c'est pas agréable de lire que ça fait de la merde. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des restaurateurs aussi, tu lis TripAdvisor, c'était de la merde. Le mec, c'est la recette qu'il a depuis qu'il est petit, tu vois. C'est la recette de sa grand-mère qu'il a partagée, etc. Les gens, ils aiment pas, faut accepter, c'est le jeu. Donc j'accepte les critiques, aucun problème. Mais effectivement, on en venait à... Pourquoi je t'ai raconté ça ? Parce que tu voulais me parler de Brutus contre César. Ouais, mais tu m'avais lancé, c'était quoi ta question de base ? Moi, je sais plus, mais c'était... On s'en fout. C'était pour parler de... C'était pour parler de ça. C'est pour parler de ce film, en Et fait. du coup, j'ai appris beaucoup sur ce film. J'ai beaucoup appris. Et par exemple, tu vois, mon 4e film qui est écrit, pour lequel j'avais même lancé un casting sur les réseaux, etc. J'avais trouvé des partenaires qui le voulaient. Et puis à un moment donné, on n'est pas tombé d'accord sur une question artistique. Ils voulaient que je change un acteur. Et ben là où je suis certain que 100% des réals auraient dit oui, que c'est pas un acteur connu en plus, hein. 100% des réals auraient dit oui. C'est un film choral avec plein d'acteurs en fait. Et ils voulaient que un soit connu dans la liste. J'ai dit pour moi ils doivent tous être inconnus ou tous être connus. Et je pense que tous inconnus c'est mieux. Ils voulaient en changer un seul. Et j'ai dit non. Je me suis assis sur une grosse somme d'argent.
sur une potentielle, un potentiel film que j'aime beaucoup, qui verra peut-être jamais le jour. Mais j'ai dit, je ne fais plus de concessions artistiques, c'est fini, je m'en fous. Je veux plus me retrouver dans une situation où je dois défendre un projet que j'assume pas. Voilà. Oui, c'est ça, c'est que t'as l'impression qu'au final, Brutus contre César, c'est pas un projet que t'assumes, quoi. Non, parce que mais c'est horrible, tu sais, pendant le tournage, d'avoir des acteurs qui te font confiance et ils te disent, c'est bon, hein, la scène elle est bonne, hein. Et toi tu fais, ouais, t'inquiète. Et dans ta tête, tu sais que tu pourras pas la monter parce que le soleil, le truc fait qu'on n'a plus l'argent pour rester à la fin et refaire des scènes supplémentaires, parce que l'autre acteur qui joue, il le fait finalement pas comme tu voudrais qu'il le fasse, mais t'as essayé de le diriger 2-3 fois et que tu sais que ça marchera pas, donc lui, il se retrouve pénalisé à cause de l'autre, et qu'en plus, tu sais que toi, t'es déjà en train de te dire, il faut que je trouve un plan B à cette scène, je vais pas pouvoir la monter. Et lui, il donne sa vie, il te fait confiance, et je me sentais mal, franchement. Je veux plus revivre ça. Je veux plus me retrouver dans une situation où je peux pas dire honnêtement à mes comédiens, non, franchement, c'est pas bon, on va trouver une solution. Je veux plus vivre ça. Et donc, tu préférerais faire des films un peu plus modestes, entre guillemets, en termes de budget, etc., c'est ça? Complètement. Même, quitte à ne plus faire de films. Oui. Non, mais je te jure, je suis préparé à ne plus faire de films, mais je veux plus me retrouver à assumer un truc qui n'est pas de moi, en fait, qui n'est pas ce que j'avais en tête. C'est pas complètement, parce que s'il y a des gens qui ont aussi aimé Brutus et qui me disent, moi j'ai adoré tout, je vais pas casser leur dire en disant, non, vous avez rien vu, c'est nul ce que vous avez vu, tu vois. Tant mieux si vous avez aimé, mais ça aurait dû être beaucoup mieux, vraiment. T'attires pas tous ces comédiens-là avec un scénario bancal. Oui, je comprends. C'était vraiment une succession, en fait. Brutus, il y avait 3-4 épisodes, chacun devait être développé ensuite, et enfin bon, je vais pas parler d'un truc qui verra peut-être jamais le jour, tu vois. Tu veux dire que tu voulais vraiment faire une trilogie, c'est ça? Ah, plus qu'une trilogie, ah, même. Ouais. Okay. J'ai écrit vraiment pour aller plus loin. Pour moi, c'est un rendez-vous régulier. Je voulais créer un univers. Et tu vois, pour te dire, Amazon était intéressé par Brutus 2, mais avec un budget similaire au premier. Et je savais j'aurait les mêmes problèmes. Donc, même si moi, j'étais bien payé sur le 2, j'ai dit non, je veux pas. Je veux que mon nom soit associé à des choses de qualité et que les gens, quand ils voient mon nom, ils se disent, bon, si c'est Kairon, on fait l'effort, ça doit être bien. Et ça incombe aussi, ça a un coût. Ça incombe de parfois prendre moins d'argent, même d'en prendre complètement moins sur plein de projets que tu fais pas. Mais au moins, ton nom reste crédible, quoi. C'est un marathon? C'est un marathon, exactement. C'est un marathon, ce métier, c'est vrai, hein. Et t'es tout le temps en mouvement. Tu sais jamais quand tu vas. Tu sais, il y a quelques années, je pensais vraiment. Je me suis dit, tu sais quoi, là, j'ai le truc idéal. Je produis mon spectacle, je suis sur scène régulièrement, ça fonctionne. Je fais pas de promo pour mes spectacles parce que j'ai pas envie de faire l'humoriste de service en promo. Par contre, je fais un film tous les 2 ans et je fais de la promo pour mon film. Quand je fais le promo pour le film, on parle du spectacle aussi. C'est un système, c'est une triangulaire qui est parfaite. Tout va bien, ça se passe, c'est magnifique. Confinement. J'ai mis 10 ans à huiler un système parfaitement et il y a un grain de sable qui gâche tout, tu vois. Tu peux jamais savoir ce qui va se passer. Donc soit t'as 3 coups d'avance, mais ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Soit tu lâches aussi un peu prise, tu dis écoute, on verra comment ça va se passer. Je vais kiffer, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est aussi pour ça que j'ai dit à Navo, dis-moi, je vais faire des podcasts cool. J'ai envie je vais arrêter de réfléchir et de calculer en fonction de si je fais ce truc là par rapport à l'image, l'autre truc qui va pas, je veux plus être dans cette logique là, tu vois. Bah merci Navo. Ouais, avec plaisir, merci pour la passe des Navis. Là on a un groupe WhatsApp avec Navo en ce moment, on s'envoie des énigmes. Ah ok. Ouais, on passe nos journées à faire ça. On s'envoie tu sais par exemple, je sais pas, je t'en dis une qui est nulle, hein, très simple, mais genre un mec est en t-shirt et ses 2 bras c'est des pitbulls. Brad Pitt. Tu vois, je te dis la version bêta du truc, tu vois. Mais là, on est à un autre niveau et tout, et toute la journée, on fait que réfléchir à ça et tout. Nos vies sont nulles, hein. Vos cerveaux. On fait que ça, on fait que être sur ce truc-là et on fait que réfléchir à ça. Tu travailles pas là en ce moment? Si, bien sûr, si. Parce que tu tournes un peu là ou Alors là, j'étais en tournée il y a 2 semaines, là. Ouais. Là, j'ai une petite pause, mais je reprends. Il sort quand, l'épisode? Bientôt là.
Bah, s'il sort avant fin juin, Ouais, il va sortir avant fin juin. bah, j'ai Bourg-les-Valences qui me reste. Ok. Et après, j'ai l'Européen à partir de cet été. Tu refais juillet-août Juillet-août, et après encore la rentrée jusqu'à décembre, déjà, c'est sûr. À l'Européen À encore l'Européen, ouais. Mais t'y as joué pendant 1 an et demi, non? Non, À mais l'Européen. l'Européen, en cumulé, j'ai fait 6 ou 7 ans, je crois. Non, mais on compte même plus, en fait. Le mec, c'était sa maison, quoi. Ouais, l'Européen, je l'ai poncé. Et même le cirque d'hiver, en vrai, hein. Maintenant, je commence à avoir pas mal de cirque d'hiver. Cumulé, j'ai un bon 12 cirques d'hiver, hein. Même Ah plus, ouais. je crois, hein. 12-16. C'est pas mal, quand même. Eh, Alors qu'il n'y a pas d'animaux, je jongle pas, tu vois. C'est un gars tout seul. C'est pas mal, quand même. enfin, si tu fais des jongles avec des vannes. Avec des Allez, vannes. ouais. Y a pas le Badoums. cymbale. Ouais, il fait mieux que moi, putain. Mais tu vois, non, ouais, l'Européen. Donc là, en fait, j'ai envie de. Il y a un autre domaine qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est le five. Je suis en train de réfléchir à des Le projets foot, autour donc du five, ouais. Ok. Le futsal, ouais. Ouais. Je joue beaucoup et je rencontre plein de gens passionnants dans ce domaine-là. Et j'ai envie de promouvoir cette discipline. Donc je cherche des projets autour de ça. Je suis en train de mettre au point quelques trucs. Soit t'en dis trop, soit pas assez. Trop. Ok. Maintenant, je travaille, j'écris un film. J'écris un autre film encore bizarre. Et que voilà, je suis dessus. Non, moi je travaille tout le temps. C'est pour ça que quand tu m'as demandé au début comment ça va, je dis ça va toujours bien. Tu m'as dit vraiment toujours bien. Et en fait, le fait de faire ces métiers-là, ça me donne un échappatoire. Et même si ça peut mal aller dans ma vie, ça me donne l'opportunité de m'exprimer dans un domaine, d'être focus sur autre chose, de créer, de chercher des situations, des blagues, et de pas être entre moi et ma tristesse en fait. Et donc forcément, bah ça va bien au final, tu vois. Donc j'écris toujours. C'est pas très grave la tristesse en même temps. Non, il faut bien l'appréhender justement. Faut se dire que si ton but c'est d'être heureux tout le temps, bah oui, la tristesse c'est dramatique. Moi il y a 2 phrases que j'adore. Il y en a une, c'est il y a pas le bonheur, c'est quand le diable prend une pause. C'est que la norme, c'est d'être triste, et quand le diable il te laisse un peu tranquille, profites-en parce que c'est rare. Faut profiter de ces moments-là. La deuxième phrase, c'est il y a pas d'arc-en-ciel sans pluie. Oh. Voilà. Donc la tristesse fait partie du quotidien. Il faut quand tu sais qu'il y a une tristesse qui va arriver, et ben le moment de joie que tu le savoures 10 fois plus. C'est pas une norme. C'est aussi pour ça que tu sais, pour moi, le fait de pas croire qu'il y a un paradis ou un enfer, moi j'ai accepté que tout avait une fin. Tout. Chaque relation a une fin. Chaque métier, chaque travail, chaque moment, chaque vie a une fin. Et le fait de l'avoir toujours en tête, t'apprécies tout beaucoup plus que les autres. Parce que tu sais que là, t'es avec cette personne-là, ça peut s'arrêter dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Mais il y aura une fin, c'est sûr, il y aura une fin. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de vous embrouiller pour ça? Est-ce que, on verra plus tard, est-ce que t'as vraiment envie de mettre ce moment à plus tard? Tu vois? Et c'est pareil dans le taf, c'est pareil dans tout. Je réalise, j'ai écrit, j'ai réalisé, j'ai joué et j'ai coproduit 3 films en 5 ans. Pourquoi? Parce que je sais qu'à un moment donné, je vais mourir, mais je sais pas quand. Mais je veux pas mourir avant que ce projet-là il sorte. C'est pour ça que je vis tout, tu vois, à fond. C'est parce que j'ai conscience, peut-être que je me trompe et qu'il y a un paradis, un enfer, je prétends pas savoir. Mais dans ma vision des choses, quand tu meurs, tu meurs. Et la vie, elle continue sans toi. Et le fait d'accepter ce fait-là, ça me permet de tout savourer encore plus. Et de toujours bien aller, justement. Tu crois que c'était daron, ça, avec leur histoire toute particulière, ça comme joue, tu disais, ouais. d'immigrés C'est sûr que ça joue, parce que quand moi je suis en France petit, je me rends compte très tôt que nous, on a vécu d'autres trucs, en fait. Qu'il y avait une vie d'avant, et j'ai pas la vie que je devrais avoir. Moi, je suis né en Iran, je suis fils de politicien, je devrais être blindé en Iran, je devrais avoir une villa avec une piscine, je devrais être entouré, je devrais être avec plein de gens. Et là, je suis qu'avec des blédards moustachus relous. Je suis le seul enfant dans un foyer. On dort à 16. Je comprends pas les gens qui parlent. On parle pas la même langue. Pourquoi à l'école, les petits, ils parlent pas comme moi? Et pourquoi toutes les semaines, il y a un mec qui meurt dans ma famille? Comment ça se fait, en fait? Pourquoi? Et du coup, j'ai appris très tôt que rien n'était figé. Tu pouvais tout perdre. C'est pour ça que, tu vois, aujourd'hui, je fais du ciné, mais je viens pas du cinéma. C'est un secours de circonstances. J'ai fait de la scène et j'en fais encore, mais je viens pas de la scène non plus. J'ai jamais fait de cours de théâtre, de trucs, d'école.
je viens du rap parce que j'écoutais du rap. En fait, c'est un cheminement. Là, je te parle du Five. Je te promets que je vais avoir un rôle dans le Five français dans les années à venir. Je sais pas quoi, mais je peux te le promettre. On sait pas où la vie nous mène. Faut accepter. Et même quand je bossais avec les jeunes, quand j'étais éducateur, je leur disais, quand quelqu'un leur disait, tu veux faire quoi plus tard comme métier? Je dis, mais arrêtez avec cette question de merde. Arrêtez, tu veux faire quoi comme métier? C'est fini l'époque où je vais être soudeur. Et je vais être soudeur à 60 ans et je vais à la retraite. Ça n'existe plus. Les enfants, vous allez faire 10 métiers. Qu'est-ce que vous aimez faire? Commencez par là. Et ce que vous aimez faire, ça vous emmènera vers autre chose que vous aimez faire, vers autre chose que vous aimez faire. Arrêtez avec ce concept de métier. C'est fini, ça. J'y crois plus à ça, tu vois. Donc, rien n'est figé. Faut accepter que on est constamment en mouvement. Et c'est seulement en acceptant d'être en mouvement. Ça, c'est comme dans les arts martiaux. Quand tu prends un coup et que tu le contres, bah, tu te fais mal. Quand tu accompagnes le coup, tu l'enrobes, tu l'englobes, Ouais. bah, t'as moins mal, en fait. Putain, c'est une belle leçon de vie. C'est vrai? Tu te fous de ma gueule ou pas? Je sais jamais. Non. Quand je suis premier degré, je sais pas si les gens rigolent ou pas, je te jure. Parce que je suis dans mon truc, je suis naïf de fou. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Il faut savoir, comment t'as dit, enrober les coups plutôt. Ouais, plutôt que de les prendre en pleine gueule. les encaisser, en fait. Suivre le mouvement du coup, le prendre, ok, il y a un décès, ok, il y a une rupture, ok, il y a une faillite, ok, il y a un problème, ok, lui m'aime pas, ok, il y a un drame. Ok, il y a un bad buzz. Il y a un bad buzz, exactement. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on gère ça? La question, c'est comment faire pour que l'arc-en-ciel vienne le plus vite possible après la pluie. Voilà, c'est ça le truc. Ça va venir, tu vas tomber. Bon, alors, c'est toi copie comique ou pas? Je te jure que non. Je te promets. Ceux qui me connaissent, ils savent. Si j'avais été copie comique, déjà, j'aurais pas pu faire ce qu'il fait. Les compétences, elles sont folles. C'était une vanne. Ok, pardon. Je suis premier degré. Vraiment, Tu sais pas faire des montages déjà Non. pour commencer. Je sais pas envoyer des mails. De quoi tu me parles? Ceux qui me connaissent, ils savent à quel point c'est. Je te jure. Merci beaucoup, Kéron. C'était un plaisir. C'était super. Bah, vas-y. Je mettrai tous les liens. Tu sais, tu peux mettre les liens dans les Ah, on peut descriptions des. Ok. Tu peux parler d'autre chose? Moi, je peux parler de ce que tu veux. T'es encore en vie? Si t'es saoulé, on arrête. Tu voulais parler d'autre chose? Moi, je suis bien avec toi, Fab. On peut parler d'autre chose. C'est toi qui vraiment. Ma dernière question, c'est tout le temps, est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené, tu vois? Oh non, mais il y a plein de trucs. Mais moi, vraiment, on parle de. Vu que toi et moi, on fait une interview tous les 7-8 ans. Bah, peut-être un peu, on fera en sorte d'en faire un peu. On fera une prochaine si tu veux. Non, vraiment, j'essaye de. Je t'ai calé que toi aujourd'hui. Et j'ai pas parlé avant. Ah, à personne. À personne. J'ai pas parlé parce que je voulais être. Je voulais pas être fatigué. Tu vois, je voulais pas être. Parce que souvent, quand tu fais des interviews à répétition, tu commences à devenir automatique, tu répètes des trucs. Là, je sais que mon attachée de presse, elle va t'appeler. Parce qu'elle va vouloir valider des trucs. Parce que moi, je suis le premier à me dire non, mais t'as pété les plans, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as dit ça? Mais je voulais être naturel, en fait. Je voulais respecter ton format, voilà. Ah bah, c'est cool. Tu vois, c'est pas un truc. C'est pas fake, il y a pas un public, on pense pas aux gens, c'est toi et moi qui parlons. Ah oui. Et du coup, je voulais respecter ce truc-là. Donc, c'est pour ça que si t'as envie qu'on parle d'autre chose, c'est avec plaisir. Et si toi, t'as ce que tu veux, J'ai exactement ce que je veux. eh ben, on arrête là. C'est super. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit: comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.